Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Alix Petit, la fondatrice de la marque M-Stone. Dans cet épisode, Alix s'est confiée, sans langue de bois, sur sa marque et sur ses réflexions pour être de plus en plus responsable. Il y a quelques mois, Alix a couché sur papier, ou plus exactement sur le site internet de la marque, toutes ses réflexions, tous ses projets, ses axes d'amélioration, ses engagements pour faire d'M-Stone une marque plus engagée. Je vous invite d'ailleurs très fortement à aller lire cette trilogie d'articles. Faire des vêtements et le faire bien, vous le savez, vous l'entendrez, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Alix raconte dans cet épisode pourquoi la marque a arrêté la soie, pourquoi elle utilise du polyester recyclé, comment elle fait pour limiter son gaspillage ou encore pour penser la fin de vie de ses vêtements. On a aussi parlé en fin d'épisode de croissance saine, de grandir oui mais à quel prix, de liberté et d'indépendance face aux actionnaires. J'ai adoré cette discussion avec Alix. Après 2 ans d'interview pour Nouveau Modèle, je continue d'apprendre plein de choses, de m'éduquer sur les questions de responsabilité dans l'industrie textile et je ne remercierai jamais assez toutes mes invitées de me consacrer leur temps. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous trouverez cette discussion passionnante. Petite parenthèse, si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, comme celle d'Apple Podcast, et parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et avec votre entourage, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Allez, assez parlé, je laisse la place à mon invité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler sur le podcast. Alors pour commencer avec cette première question, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière et que tu nous parles un peu de ton enfance. Où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens, quel genre d'éducation tu as reçu. Comme ça nous permettra de te connaître un petit peu. Alors je suis née à Paris, mes parents sont marseillais. On a toujours grandi à Paris. J'ai une sœur jumelle et un grand frère qui a 18 mois de plus que nous. Donc, on a été élevés très, très proches tous les trois, un peu comme des triplés. Et puis, ma mère est architecte décoratrice d'intérieur. Donc, on a quand même baigné dans un univers assez créatif, on va dire. Et surtout qu'elle a vraiment un œil bien à elle et bien particulier. Mon père, lui, est maintenant à la retraite, mais ça a été un grand chef d'entreprise, donc je pense qu'il nous a donné aussi un peu le goût de l'entrepreneuriat et du travail, etc. Et on a toujours grandi dans une famille très très aimante. Je crois que c'est vraiment en tout cas le point qui ressort le plus. On a toujours beaucoup communiqué entre nous. Il y a très peu ou voire pas du tout de sujet tabou. Donc voilà, donc il y a un grand respect parental, mais à côté de ça, on a vraiment aussi une relation très très amicale. Moi, ça m'arrive plusieurs fois de faire des dîners avec des copines et d'avoir ma mère qui vient dîner une fois de temps en temps avec nous. Voilà, donc c'est un peu ce genre de famille très soudée. On s'engueule aussi souvent, on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins les choses sont dites. Ok, c'est chouette, ouais, c'est intéressant. Et est-ce qu'on te parlait de mode quand tu étais plus jeune chez toi, ou comment on en parlait de cet univers-là ? Non, on parlait pas. Enfin, c'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est que c'était pas forcément une des priorités. Après, je me souviens quand même que ma mère était toujours, et elle l'est toujours, elle est hyper coquette. Je me souviens qu'elle avait des collections de vestes et de robes Kenzo complètement dingues, Kenzo de la belle époque. Elle s'habillait aussi chez Irier. Donc voilà, je me souviens de ma maman qui était très coquette, toujours hyper bien habillée, etc. Mais c'était pas vraiment un sujet en fait. Moi, la mode, ça m'a jamais intéressée plus que ça. Enfin, ce qui est marrant, c'est que même encore aujourd'hui, pourtant je fais ça toute la journée, mais je peux pas dire que la mode c'est quelque chose qui me
J'adore ce que je fais, j'adore travailler mes imprimés, penser mes collections, mais si tu veux, je suis pas à suivre tous les derniers défilés. Voilà, je sais ce que j'aime moins, et du coup, je me laisse un peu porter. Je vais beaucoup plus m'inspirer dans ce que nos parents nous ont appris. Ça va être l'art, la photographie, le goût de l'intérieur, les mélanges de tissus, les imprimés, les tapis, les choses comme ça. Mais pas forcément plus la mode. création en fait, Ouais, que la exactement. mode en tant que telle. En fait, moi, ok. finalement, la mode, c'est vraiment mon moyen à moi d'expression pour exprimer ce que j'ai d'artistique, entre guillemets, à l'intérieur de moi, quoi. Ouais, je comprends. Et pourquoi tu as choisi ce moyen-là d'expression? Parce que j'ai lu dans une interview qu'au départ, tu voulais peut-être être décoratrice, architecte, un peu comme ta maman finalement. Qu'est-ce qui a provoqué le basculement et qui a fait que tu es partie dans la création d'une marque? Eh ben, je suis devenue adolescente. Donc, je trouvais ça très cool, l'architecture, la déco, etc. Mais non, c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours adoré, avant d'aimer la mode, ce que j'aime, moi, c'est le textile. J'ai toujours adoré. On a beaucoup voyagé avec mes parents et je me souviens qu'on passait notre temps, enfin, en tout cas, je passais beaucoup de temps avec ma mère et même mon père, d'ailleurs, qui adore ça, mais au Maroc, à aller voir tous les tapis, les différentes couleurs de peinture, les carreaux de ciment, les choses comme ça. Et après, moi, en grandissant personnellement, c'est vrai que j'aimais bien m'habiller, j'avais un peu mon petit style, etc. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. C'est que tous les travaux manuels que je faisais étaient en général très souvent liés à du textile ou à du tricot. On tricotait comme des malades avec ma sœur. L'été, sur la plage, on était avec nos aiguilles et notre fil, on tricotait des collections de bonnets qu'on vendait ensuite chez des copains. Mais voilà, moi, ça s'est juste fait assez naturellement. Je peux pas dire que j'ai eu une vocation de me dire je veux travailler dans la mode. C'est juste, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai passé des concours pour des écoles d'art, et puis j'ai été prise tout de suite pour dans une école de mode qui s'appelle l'Atelier Chardon-Savard. Et en fait, j'ai passé les entretiens très tôt dans l'année. Et moi, j'aime bien prendre de l'avance. Et en fait, ce qui a fait que j'ai fait cette école de mode, c'est que je me suis dit, je vais faire cette école de mode pendant 2-3 ans. De toute façon, je suis jeune. Si après ça, je veux faire de l'archi d'intérieur, je pourrais très bien le faire après. Okay. Puis en fait, les choses après se sont enchaînées les unes rapidement après les autres. Ok. Et alors, on va rentrer un petit peu dans ta marque Emstone, parce que finalement, parler de ton parcours, c'est un peu parler d'Emstone, parce que tu l'as créé très vite. Tu avais 22 ans, 23 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Et est-ce que tu te souviens de la femme que tu étais à cet âge-là? Parce que c'est très jeune pour lancer sa propre marque. En fait, faut quand même avoir un petit peu de courage pour se dire je lance ma marque. Pas quand on a 22 ans, en fait. C'est vraiment je dis pas que j'étais insouciante, mais si tu veux, je me suis lancée dans cette aventure parce que j'avais rencontré une copine avec qui on s'est dit ça serait cool de monter sa marque, et en fait les choses se sont faites de manière tellement fluide et rapide que je me suis pas posé plus de questions que ça. Aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat, et aussi parce que c'est devenu hyper à la mode aujourd'hui l'entrepreneuriat. Moi à l'époque, à 22 ans, les gens qui montaient leur boîte, en fait, on s'en foutait. Il y avait même pas de mots. Moi, même encore aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, j'ai monté ma boîte, je dis jamais je suis entrepreneur. Tu vois, c'était un terme qu'on n'utilisait même pas à l'époque. Et moi, j'étais assez, grâce à mes parents, j'avais quand même une bonne confiance en moi. Donc ça, je pense que ça aide quand même à voir à prendre des décisions assez rapidement. Et après, moi, je suis quand même assez du genre, alors même si je pense que j'aime bien gérer des situations, résoudre des problèmes, je suis aussi très très bonne suiveuse. Donc tu pourrais me dire, demain on lance un podcast ensemble, bah ouais, enfin pourquoi pas. Tu vois, donc il y avait aussi une partie, donc il y a une partie très en retenue, très sous contrôle, et en même temps le reste, je me laisse complètement aller et complètement porter par le fil des événements, etc. Après, il faut régler les problèmes, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait de manière complètement naturelle, tu t'es pas mise sans de stress, barrière, pas de voilà. Non, mais le pire, c'est que quand je demande ça à mes parents, parce que bon, encore moi, j'avais 22 ans, j'avais rien vu, rien vécu, mais quand je suis allée voir mes parents et que ça faisait 1 an que je bossais pour un créateur français, donc j'ai commencé à travailler quand même assez tôt, et que je leur ai dit, bon, en fait, je vais quitter mon premier job pour monter ma boîte. Et en fait, ils ont la même réponse que moi. Ils me disent, en fait, t'étais tellement à l'aise avec cette idée-là que après tout, pourquoi pas. Puis si ça marche pas, tu feras autre chose après, quoi. Ouais. Et puis ton père était entrepreneur aussi. Ouais, exactement. Donc on a quand même ça aussi. Ouais. Puis ma maman, qui est architecte décoratrice, elle a son cabinet aussi depuis 30 ans. Donc si tu veux, on avait, c'était pas complètement à côté de la plaque. Pas complètement à côté de la plaque. D'accord. Et comment ton rapport aux vêtements, il a évolué depuis, tout au long de ta vie, entre le moment où tu crées ta marque, aujourd'hui aussi, comment tout ça a évolué? Alors moi, je pars vraiment du principe que le vêtement, c'est l'expression de soi-même.
Je pense que tu t'habilles comme tu es, enfin qui tu es à l'intérieur de toi. Donc moi ça n'a pas énormément évolué dans ce sens-là parce que je sais que je voulais un vêtement qui ressemble pas aux autres, parce que quand moi j'ai commencé Aimstone, c'était le début aussi des Sandro, Mage, etc. et qui étaient à l'époque des petites marques, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur. Et à chaque fois je regardais, je me disais non mais c'est tous la même chose quoi, c'est dingue, je vois aucune différence dans les vêtements. Et je me souviens quand j'ai commencé Aimstone, je voulais vraiment avoir un vêtement qui soit différent. Et très rapidement, j'ai commencé à faire des imprimés, parce que donc moi je suis quand même à la base styliste, donc mon truc c'est le dessin et surtout les couleurs. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire mes imprimés que ça a pris un tournant un peu différent et où Aimstone est vraiment devenu ce que c'est. Mais en fait, si tu regardes les collections Aimstone du tout début jusqu'à maintenant, il y a évidemment une évolution dans le sens où à l'époque je faisais des robes, j'avais 22 ans, donc les robes t'arrivaient sous la fesse. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de modèles qui sont longs. Tu vois, j'ai 37 ans, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, moi mon rapport aux vêtements, ça a toujours été quand même, ça doit aussi être un vêtement de nécessité. Ça veut dire, moi j'ai jamais accumulé des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements dans mon placard. Déjà parce que j'en avais pas le besoin. D'avoir 50 paires de jeans où tu sais pas, en fait c'est tous la même couleur et voilà. Donc j'ai jamais consommé en trop grosse abondance, on va dire, sauf les vêtements de sport. Ça, j'ai un gros problème avec ça. Les tenues de yoga, ouais. Voilà, c'est les seules choses finalement aujourd'hui que je m'achète parce que j'ai des vêtements avec Aimstone toute la journée, donc c'est vrai que j'ai vraiment besoin de rien. Mais les tenues de sport et les leggings de yoga, j'avoue que je suis un peu... C'est ta petite passion. Exactement. Ok. Et ta vision de l'industrie textile, pareil, comment elle a évolué au fil du temps? Parce que quand tu as eu 22 ans, j'imagine que tu n'avais pas forcément une vision globale de cette industrie. Aujourd'hui, avec le recul, tu peux voir un peu ce qui se passe et tous les chamboulements qu'il y a eu. Comment elle a évolué, cette vision-là? Alors déjà, je suis contente qu'elle ait évolué parce que moi, j'étais comme tout le monde. Quand j'ai commencé en 2007, on n'avait pas aucune idée en fait sur les effets néfastes de notre industrie sur la mode, ou en tout cas, ça l'était pas exprimé comme aujourd'hui où c'est vraiment devenu un point de préoccupation principal pour les entreprises, les gouvernements, les politiques, etc. Moi, ça a évolué dans le sens où je me suis dit que en fait, il fallait, même moi, à ma taille de micro-entreprise, parce que comparé à tous ces mastodons, on est tellement petit, j'avais ma place à prendre aussi là-dessus, et qu'en fait, il faut suivre le pas dès maintenant, surtout quand on est des jeunes entrepreneurs, avec des sociétés qui sont jeunes. C'est finalement nous qui dessinons aussi le monde de demain, à notre toute petite échelle, mais quand même. Donc, on a assez rapidement... pris le pas, dans le sens où déjà quand on a commencé avec Aimstone, on voulait utiliser que des matières nobles, que de la soie, etc., qui à l'époque étaient accessibles. Et en contrepartie, on fabriquait en Inde. Sauf que l'Inde, pour nos clientes, ça avait l'air d'être un problème, mais alors existentiel. Ça, c'est un point que j'ai jamais compris. J'étais là, mais en fait, pourquoi c'est un problème? Ça veut pas dire qu'on le fait pas en France. C'est juste que quand on est une toute petite entreprise, il y a une réalité économique. Et aussi au niveau des quantités, c'est qu'en France, il fallait qu'on ait beaucoup plus de quantités pour pouvoir produire. Donc finalement, on allait produire à perte et de la perte, puisque c'est des produits qu'on aurait été incapable de vendre. Alors qu'en Inde, les fournisseurs avec qui on travaillait faisaient nos quantités. On avait besoin de 30 robes, ils nous fabriquaient 30 robes. Donc ça, c'était vraiment génial. Et pour moi, c'était vraiment une manière de pas utiliser trop de matière, de pas se développer, en fait, produire trop pour finalement de la marchandise qu'on va pas pouvoir vendre derrière. Et ça, c'est assez amusant, parce que c'est quand même un fil conducteur qui est resté tout le temps avec Aimstone. C'est cette notion de quelque part de zéro déchet. Alors à l'époque, je me rendais pas compte que ma volonté c'était aussi le zéro déchet. Mais en fait, c'est cette volonté-là qu'on a continué à faire évoluer tout du long. Maintenant, Aimstone va avoir 14 ans en janvier 2021. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un de nos points d'ancrage pour le développement de la marque. Et après, je vois ce qui se passe dans les autres sociétés, les autres compagnies de mode, parce que j'ai des amis qui travaillent là-bas, etc. Et c'est vrai que j'en ai de plus en plus qui ont vraiment un problème entre la politique de l'entreprise qui est de produire plus, de jeter des quantités de stock, de faire des prototypes fois 50 pièces par modèle, et en fait qui commence à vraiment avoir un problème
à rester dans des boîtes de cette taille-là, où en se disant il y a tellement de gâchis, etc. Et pour appuyer sur la pédale de frein, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'avancer. Ouais, c'est en train d'être amorcé, mais c'est pas évident. Et justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de la démarche d'Aimstone, parce que moi, j'ai eu envie de t'interroger, parce que je suis tombée sur ta trilogie d'articles que tu as écrit sur un peu les dérives de l'industrie textile, et vous, ce que vous faites avec la marque, et j'ai trouvé ça hyper honnête, hyper transparent, et c'est assez rare aujourd'hui de trouver ce genre d'informations sur le site d'une marque de mode. Mais d'abord, la première question, peut-être, c'est toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu en as pris conscience, ou ça s'est fait plus ou moins progressivement En fait, je pense pas que ça soit... J'ai pris conscience du mal qu'on faisait à notre planète dans sa globalité. C'est-à-dire... Et après, je l'ai appliqué à moi, mon industrie et mon métier. Mais si tu veux, moi, c'était il y a pas si longtemps que ça, ma vraie prise de conscience, c'était en 2018, avec le plastique, en fait. Il y a eu un moment où je me suis dit, en plus, moi, j'ai des enfants qui sont petits, donc c'est vrai qu'on achetait des bouteilles d'Evian, mais que j'achetais par pack de 24, des bouteilles de 1,5 litre. Et en fait, un jour, j'ai vu ma poubelle et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Ces déchets, c'est pas possible. Donc ça a vraiment été ma première grosse prise de conscience, et du jour au lendemain, j'ai arrêté tout ce qui était plastique. Donc ça va loin, parce que du coup, les supermarchés, ça pose problème. Voilà. Pas évident. c'est pas très évident. Donc du coup, tu fais ton shopping différemment. Tu penses ta maison aussi différemment, parce que c'est idiot, mais tous les ustensiles de cuisine, les Tupperware, etc., tu dis, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que ça, c'est du plastique ? C'est du plastique que je peux réutiliser, donc du coup, je le garde, mais c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup plus attention d'acheter des grosses cuillères et des choses comme ça qui soient en bois ou dans des matières, tu vois, au moins que je puisse garder. Et assez rapidement, on l'a appliqué à Aimstone, parce qu'on a une grosse polémique dont on parlait sur le site, c'est que chez Aimstone, on utilise du polyester. Pas pour des raisons économiques, puisque ça coûte finalement, c'est des matières qui coûtent très très cher, mais maintenant on s'est complètement retourné vers des polyesters recyclés, du coup, tu vois, qui vont durer plus longtemps. Et donc on a eu en fait un gros débat de se dire, génial, les matières premières, les soies, les 100% coton, mais en vrai, au bout de 2-3 ans, la matière se fragilise énormément. On avait des clientes qui nous ramenaient des pièces avec les coudes, tu sais, qui s'étaient troués, parce que c'est des matières qui sont très nobles et très fragiles. Et quand on a décidé de basculer sur notre satin polyester, on s'est dit, oui, c'est du polyester, mais finalement, c'est une matière qui va tenir, mais peut-être 15 ans ou 20 ans de plus, parce que c'est une matière qui est beaucoup plus résistante, le tissage est résistant, etc. À côté de ça, quand on le nettoie, ça laisse des microparticules. Donc, il n'y a rien, en fait, qui est parfait. Et nous, on est un peu comme tout le monde. On navigue, en fait, là-dedans en se disant, il faut que nous, on ait nos propres convictions sur ce qu'on n'a plus envie de faire chez Aimstone et ce qu'on pense qu'il va prendre peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans à modifier. Donc, pour l'instant, notre cheval de bataille chez Aimstone, c'est le 0 déchet, 0 plastique. Voilà, c'est vraiment, on se dit, moi j'ai l'impression et puis je vois même quand tu es dans ton appartement, que tu commences à ranger, que tu commences à accumuler en fait des choses, tu te dis mais en fait c'est dingue tout ce qu'on peut accumuler en une vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Donc moi c'est vraiment, j'essaye de me délester un peu de tout ce poids, de trop d'accumulation. Et si j'achète quelque chose, je veux m'assurer que ce soit quelque chose qui me dure sur le long terme. Ouais. Puis c'est des choses qui se font progressivement aussi. Le changement, il peut pas se faire du jour au lendemain. C'est sûr que ça prend du temps. Il y en a qui peut se faire du jour au lendemain. Ça veut dire le 0 déchet. En fait, ça peut se faire du jour au lendemain. Ça veut dire sur la prochaine prod, on peut décider de ce qu'on fait toutes les saisons, de se dire là, on va produire tant de robes. C'est pour ça, nous, on fait très peu de réassort aussi sur le site Aimstone. Parce que tout d'un coup, si tu fais du réassort, ça veut dire que tu as du stock de tissu qui dort dans ton entrepôt. Tu espères pouvoir faire du réassort et imagine en fait la collection que tu as lancée part pas si bien que ça, tu n'as pas besoin de faire de réassort. Du coup, tu as des stocks de tissus qui dorment dans ton entrepôt. Moi, ça me rend malade. Donc nous, on veut vraiment travailler sur un 0 stock et le peu de stock de tissu qui nous reste, on s'en sert soit pour faire des pochons, tu sais, un peu comme des tote bags, pour pouvoir ranger les vêtements pour nos clientes quand elles viennent faire un achat. On les réutilise pour faire des chouchous. On fait nos chutes de cuir, on les réutilise pour faire de la petite maroquinerie, tu sais, des petits porte-cartes, etc.
L'idée, c'est vraiment de finir avec le moins de déchets possible dans nos entrepôts, dans la boutique et évidemment aussi pour nos clientes. Ouais. Et par exemple, la précommande, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de faire de la précommande et de vous dire on va produire exactement le nombre de pièces qu'on nous a commandées ou... Oui, alors la précommande, on le fait sur certains articles, on peut pas le faire sur tous parce que comme on crée tous nos imprimés et la plus grande partie de nos tissus, de nos dentelles, etc., on a un process de fabrication qui est très très long. Donc la prise de la précommande, ça fonctionne quand la cliente sait qu'elle va se faire livrer, elle commande et que grosso modo 6 semaines après, elle est livrée. Si tu lui dis il faut que tu achètes là ta robe et tu vas être livré dans 4 mois, en fait c'est pas possible. Donc il y a certains produits sur lesquels on peut le faire, certains imprimés, ça dépend aussi des fournisseurs où on sait qu'on peut très rapidement lancer une production de tissus, se faire livrer rapidement et ensuite faire fabriquer. Donc là, on le fait sur, on va dire, les précommandes sur peut-être 2, parfois 3 petites collections capsules, mais c'est tout. Donc ça reste un tout petit échantillonnage de ce qu'on fait. Et tu crois qu'on peut faire changer la façon de consommer aux gens? Parce que par exemple, moi, dernièrement, j'ai acheté une jupe, je l'ai attendue 3 mois. Et ça m'a pas dérangé. Je pense qu'il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, il n'est pas question que, si la jupe, j'en ai besoin pour les vacances, je vais pas attendre. Est-ce que tu penses qu'on peut faire évoluer la consommatrice? Parce que finalement, c'est ça aussi. Moi, je pense qu'il faut la faire évoluer, c'est sûr. Nous, moi, je trouve que le système de précommande est vraiment hyper intéressant. C'est à 100%, il faut aller là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'on a, nous, de temps en temps, on a des tissus entre le moment où je décide d'imprimer et le moment où il sort, où il peut s'écouler 6-7 mois. Ouais. Là, tu changes carrément de saison, tu as changé de style, entre-temps, t'es tombée enceinte, tu vois. Donc, c'est pour ça, on le fait vraiment sur des produits. Là, par exemple, on a, à l'époque, chez M-Stone, on faisait énormément de cuir. Que ce soit de la maroquinerie, de la chaussure, des vestes en cuir, etc. Et en fait, j'ai pratiquement totalement arrêté le cuir. On a un Perfecto qu'on fait depuis des saisons, qui est dans un cuir sublime noir, mais c'est vraiment très restreint. Et on a à côté de ça une banane léopard, tu sais, un sac banane qui est en cuir léopard et qui fonctionne hyper bien. Mais en fait, je disais aux filles au bureau, je ne peux pas en fait acheter des quantités de cuir parce que c'est un animal en fait quand même derrière. Du coup, ça c'est le genre d'article par exemple qu'on lance en précommande parce qu'on sait que le cuir est en stock chez le fournisseur. Et c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir assez rapidement. Ouais. Parce que c'est pas votre imprimé, celui que tu as développé, voilà. C'est noir. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc on essaie de le faire. Là, sur la collection à venir, on va avoir 3 collections capsules qui vont être en précommande. Donc on l'amène, mais un peu en douceur. Ouais. Mais juste pour revenir sur avant le zéro déchet. On va créer, on est en train de travailler là-dessus. C'est un projet qui va sortir en septembre ou octobre, on espère. Et en fait, qui s'appelle M-Stone Second Life. Donc l'idée, et c'est ce que je disais dans la trilogie, c'est qu'il y a quelque chose moi qui me rend malade, c'est que les gens ne portent pas les vêtements. En fait. Ouais, tu dis c'est quelque chose vraiment qui t'obsède, quoi. Ah ouais, ça m'obsède vraiment parce que je me dis en fait, même si c'est dans leur placard, c'est quand même pour moi c'est du gâchis. Et je peux comprendre que tu achètes une pièce parce qu'elle a été soldée et puis finalement tu dis bon c'est pas vraiment mon style mais elle était soldée puis du coup tu la portes pas, ou tu peux t'en être lassé, ou ta pièce est un peu délabrée, t'as pas vraiment envie de l'amener se faire réparer, etc. Donc on conçoit tout ça très bien, mais on a vraiment envie d'aider nos clientes par rapport à ça et en fait d'éviter d'accumuler trop de choses dans leur placard. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a aussi des Vinted et qui sont très bien, mais nous, c'est une démarche qui est complètement différente. Nous, c'est un peu pour créer une économie circulaire. En fait, l'idée, c'est, t'as une chemise M-Stone que tu portes plus depuis des années. En fait, on t'invite à la rendre à la boutique, en échange de quoi tu récupères un bon d'achat. Et en fait, tu vas décider donc de la deuxième vie de ta pièce M-Stone. Donc, soit par exemple, c'est une chemise qui est complètement délabrée, qui a vraiment fait son temps. Nous, on va la récupérer, on va récupérer tous les boutons, les hang tags dedans, les zips, enfin tout ce qu'on peut récupérer sur la chemise qu'on va réutiliser ensuite pour la confection de nos prototypes. Et ce qui reste du tissu de la chemise, on va pouvoir en faire des chouchous. On va, je sais pas moi, par exemple, si c'est une robe longue mais qui a été un peu trouée ou qui est abîmée, on va pouvoir la recouper. Enfin voilà, juste en fait donner une deuxième vie à cette pièce-là. Tu peux aussi décider de vouloir en faire un don, donc à une association, on est en train de faire des partenariats avec différentes associations. Et en échange de quoi tu repars avec un bon d'achat pour
pour inciter les gens à revenir. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que ça reste chez Hemstone et que nous on puisse récupérer tout ce qu'on peut récupérer sur ces pièces-là. Et donc ça c'est un projet qui devrait voir le jour, on espère, en septembre ou en octobre. Ok, c'est le fameux projet secret dont tu parles dans ta trilogie et que tu n'avais pas détaillé. C'était dans mes questions on était en plein, le fameux projet. On était en plein là-dessus. Puis en fait c'est vrai que c'est un modèle qui est assez, qui est pas évident à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc on a mis un peu de temps à le construire, mais là on espère que ça va fonctionner et que ça plaira aux clientes. Moi, j'ai déjà préparé des sacs entiers de choses que je mets plus pour pouvoir donner un peu le premier coup d'envoi à ce projet. Non, c'est génial. C'est bien parce que je trouve que c'est hyper important que ça vienne aussi des marques, la démarche de économie circulaire et tout. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un peu le consommateur qui doit se débrouiller avec son vêtement en quelque sorte, qui met plus et tout. Donc, je trouve ça hyper intéressant que les marques vraiment s'emparent de ce sujet et c'est d'inciter en fait au changement de consommation. Moi je pense que là changer le monde si je puis me permettre, je pense que c'est un travail d'équipe et on peut pas être sur tous les terrains. C'est ce que je disais aussi dans la trilogie d'articles, c'est qu'il faut choisir son combat, ce qui nous parle, les choses sur lesquelles on peut agir rapidement, parce que les projets sur lesquels on peut agir où ça va prendre 4 ou 5 ans, et ben ça va prendre 4 ou 5 ans, alors que là il y a des choses qui peuvent être amorcées dès maintenant. Et c'est à nous, en tant que marque, de donner la possibilité aux consommateurs de prendre aussi ses propres décisions. Et c'est aussi à nous, à chacun d'entre nous, individus, d'opérer les changements dès maintenant. Ouais. C'est facile, en fait, d'arrêter le plastique, d'arrêter les déchets, de faire attention quand on va au supermarché, de pas mettre ces 3 cerises dans un sac en plastique, ces 3 pommes dans un sac en plastique. Enfin, voilà, c'est juste une habitude à prendre et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en fait chacun doit pouvoir le faire selon son envie et ses capacités aussi. Ouais, à son rythme, je suis bien d'accord. Et j'aimerais bien aussi qu'on revienne un petit peu sur l'évolution de la marque, sur ce côté-là, un peu lieu de fabrication, matière, pour qu'on comprenne un peu tout ton cheminement aussi personnel, parce que tu l'expliques très bien dans la série d'articles. Et d'ailleurs, même avant ça, j'aimerais bien te poser une question, tu vois, j'allais oublier, mais je pense que c'est intéressant. De trouver, enfin, je trouvais ça assez culotté, on va dire, de trouver sur un site de marque de mode tout un article pour donner les dérives de l'industrie textile. Je me suis dit, c'est assez osé dans le sens où, si les clientes tombent sur ça et disent ah ouais, c'est ça l'impact de mes vêtements, mais moi j'ai arrêté d'acheter. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cet article ? Pourquoi, selon toi, c'était intéressant qu'il se retrouve sur le site de la marque ? C'est le premier de la trilogie, vraiment sur un peu le tableau sombre de l'industrie textile, quoi. En fait, moi, je pars du principe que si on donne aux gens, à mes enfants, ce que mes parents ont fait avec nous, qu'on explique en fait une situation et qu'on leur dit voilà la réalité des choses et voilà ce qui se passe dans notre industrie. C'est tellement plus valorisant pour eux après pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils ont envie de consommer, comment est-ce qu'ils ont envie d'acheter, comment est-ce qu'ils ont envie de s'habiller. Le gros problème de notre monde, pour moi, c'est qu'il y a un manque de communication terrible entre les politiciens, les médias, les gouvernements, les entreprises, etc. Alors qu'en fait, moi, je voudrais que tous les sujets soient sur la table et qu'en fait, chacun puisse prendre ses mesures et ses responsabilités face à ça. Donc l'idée de cet article, c'était vraiment de dire l'industrie du textile à tous les niveaux, c'est une industrie qui est redoutable. C'est une industrie qui peut être dangereuse, évidemment pour la planète, mais aussi à titre personnel, qui peut être Et le problème, c'est que l'industrie de la mode, ça appartient au microcosme des gens qui travaillent dans cette industrie-là. Le reste, personne n'est au courant. Alors qu'en fait, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que on n'utilise plus de la 100% soie. Pourquoi est-ce qu'on fabriquait en Inde ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fabrique en France ? Pourquoi est-ce que du coup on utilise aussi des matières comme des satins polyester ou des viscoses Parce que c'est pas juste on le fait dans un esprit capitaliste pour pouvoir grossir, etc. Pas du tout. Il y a tellement d'autres problématiques et d'enjeux et en fait, si on l'exprime pas, il y a jamais personne qui le saura. Ouais.
Non, mais c'est hyper intéressant. Et j'aimerais bien qu'on y revienne si ça te dérange pas. Alors, ça va peut-être être redondant par rapport aux articles que tu as écrits, mais peut-être tout le monde les a pas lus. Donc, comme ça, ça permet on peut revenir dessus. Donc, tu le disais au départ, Mstone, c'était vraiment 100% de matière naturelle, le coton, la soie, ce genre de matière là. Une fabrication 100% en Inde. Et j'aimerais bien comprendre ce qui a, donc tu l'as un petit peu rapidement expliqué, mais ce qui a provoqué le changement du lieu de fabrication. Tu disais, moi, mes clientes, elles comprenaient pas pourquoi c'était l'Inde. Pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui a provoqué le basculement. Aujourd'hui, où est-ce que vous fabriquez? Comment vous avez sélectionné vos nouveaux partenaires? En fait, à l'époque, tout simplement, on a commencé à travailler en Inde puisque avec mon associé de l'époque, on travaillait pour un créateur français qui fabriquait en Inde. Et en fait, nous, on allait tout le temps là-bas, donc on connaissait très bien le patron de l'usine, etc. Et il nous a dit, c'est votre première collection, je vous donne un coup de main. Et donc, on avait commencé chez lui. Ils ont aussi un savoir-faire que nous, on n'a pas en France. Donc ça, il faut quand même pas le mettre de côté. Surtout qu'on avait quand même pas mal de pièces avec des broderies. On avait des toutes petites quantités, mais il y avait évidemment une tonne déjà de mélange de tissus et de matière. Donc en France, ils nous auraient envoyé balader en disant non mais oh là là, trop compliqué, on peut pas faire ça, c'est pas possible, etc. Là-bas en Inde, quand on arrivait, on était reçus comme des reines et surtout tout était possible. Et il y avait cet homme extraordinaire, Anil, qui était là pour nous épauler là-dedans et nous donner en fait la confiance de faire ça. Enfin, moi j'avais 22 ans, mon associé en avait 24. Si tu veux, c'était une chance inouïe. Et moi j'ai toujours voyagé toute ma vie et j'ai jamais pensé que de faire fabriquer en Inde pouvait avoir une mauvaise connotation. Mais même c'est encore aujourd'hui un problème que je refuse d'accepter en fait. Alors après, je comprends bien la différence et encore une fois c'est ce que je dis dans l'article. Il y a une grosse différence entre une marque comme Mstone et une marque comme H&M qui va produire des centaines de milliers de pièces au fin fond de la Chine ou de Taïwan, etc. Il y a une grosse différence, mais c'est pour ça que je veux expliquer ce problème-là en disant qu'une marque qui se lance, fabrique ses produits en Inde, en Chine, en Europe, etc., en fait, peu importe, il y a tellement de raisons qui sont derrière. Et alors, donc nous, on travaillait là-bas, donc c'était génial parce qu'on faisait tout sur place, la collection, la production, ils imprimaient les tissus derrière, donc on avait la possibilité de tout checker. Et puis surtout, je me souviens de toutes les femmes qui travaillaient dans les usines, qui étaient adorables et qui voulaient tellement faire du bon boulot, quoi. Et en fait, je suis désolée, mais en France, ça n'existe pas ou peu. Alors maintenant, il y a un peu un retour là-dessus, mais à l'époque, en 2007, mais les gens en France avec qui on était, nous, c'est simple, tous les gens avec qui on avait commencé à travailler en France, on s'est toujours fait arnaquer. Mais sur des choses, mais absolument incroyables. En Inde, ils étaient gentils, ils travaillaient bien, on leur demandait quelque chose, tout était possible. Tu vois, donc c'était quand même déjà une grosse différence. Et en fait, on a été un peu pressurisés par nos clientes qui se plaignaient du prix de nos pièces et du fait que ça soit made in India. Donc, elles se plaignaient qu'on ait des robes à 350 € alors que c'était du made in India, alors que finalement... Si on décide de bien payer finalement les gens qui travaillent pour nous, que ce soit non, mais made c'est in ça, India et surtout, ou made in France. Oui, finalement, c'est la même chose. Donc oui, peut-être la main-d'œuvre est moins chère en Inde, mais à côté de ça, il y avait les déplacements, t'as les transports qui sont pas les mêmes, t'as les frais de douane, enfin, tu vois, c'est pas juste... j'envoie mes pièces en Inde et puis ça passe par petits colis cachés jusqu'en France. On payait des frais de douane mais colossaux, on payait des frais de transport importants, plus nous, nos déplacements là-bas. Et donc, on a un peu, un moment, on s'est laissé un peu submerger par la pression de nos clientes. Puis on était une toute jeune marque, donc en fait, t'écoutes quand même ce que les clientes te disent. Puis surtout, ça t'atteint beaucoup plus qu'à un certain moment. Et donc là, on a décidé de déplacer une partie de la production en Bulgarie au début. Et on travaillait avec un type qui était français, mais qui gérait donc ses usines en Bulgarie. Et puis il était tellement odieux. Et en fait, moi, je supporte pas travailler dans la tension, l'énervement. Moi, je crie jamais, en fait. Donc là, d'avoir quelqu'un qui nous hurlait dessus au téléphone, mais j'étais là, mais en fait, c'est quoi ce monde, quoi? J'étais là, mais pourquoi est-ce que t'es énervé comme ça? Je comprends pas. Mais sur tout et n'importe quoi, il s'énervait. Et donc, moi, je me souviens en tout cas de la partie où on est venu travailler en France et en Europe. Enfin, en France, parce qu'on faisait imprimer nos tissus, nos soies dans le sud de la France, qui nous coûtaient 2 bras, 2 jambes. Ensuite, on envoyait ça en Bulgarie, chez ce mec-là qui m'insultait à chaque fois que je lui demandais quelque chose. Où il était très, très gentil ou complètement furieux. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'entre-deux. Et en fait, moi, ça m'a épuisé cette période-là. Et je me suis dit, mais en fait, les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte
ce que c'est que de produire une jolie petite robe avec un petit imprimé avec des fleurs. Mais c'est pas possible. On est dans un monde de chiens, quoi. Et du coup, on a rapidement changé d'usine et on est tombé dans une usine en Pologne avec qui on travaille toujours. Les femmes sont... il y a que des femmes, d'ailleurs, dans cette usine. Elles sont d'une douceur et d'une gentillesse sans nom. Donc, en fait, pour moi, c'est le plus important. Et nos tissus sont toujours imprimés entre la France, maintenant l'Italie, et on a aussi un peu de Portugal. Mais en fait, on s'est dit, c'est génial parce qu'on se rapproche du coup de la France. Donc, c'est vrai qu'on avait moins de transport, on prenait moins les avions, que la marchandise est livrée par camion, donc c'est moins polluant, etc. Mais bon, à quel prix, quoi? C'est pas la même manière de... C'est pas la même manière de fonctionner, ils ont pas les mêmes attentes. Alors aujourd'hui, on est moins gêné par nos quantités parce que la marque a grossi, mais c'est difficile, quoi. Les premières années, moi, je passais mes journées entières à négocier. Je me rendais dans toutes les usines, tous les ateliers pour négocier avec le chef de l'atelier. Ça fait partie du boulot, tu vois, c'est génial. Mais en fait, tout ça, finalement, pour réussir à avoir un Made in France ou Made in Europe. Donc on l'a eu, mais ma conviction à l'intérieur de moi, c'est que quand même mes petits Indiens, c'était génial. Je voyageais là-bas, on allait là-bas. Enfin, tu vois, il se passait tellement d'autres choses, c'était tellement excitant. Imagine, tu prends ton billet d'avion pour aller faire ta collection en Inde. Tu découvres à côté de ça un pays, une culture, la bouffe, les broderies, tout fait à la main, sublimissime. Du coup, on s'est vite rabattu là-dessus, parce que là, on a recommencé à faire de la broderie chez Hemstone, et du coup, on retravaille avec l'Inde. Ouais. Et j'en suis très, très contente. Et donc là, la prochaine qui me fait une réflexion sur du Made in India. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que ces personnes-là, elles vivent de ça aussi. Donc c'est hyper important de pas tout boycotter et tout couper. Ça, c'était une de mes invitées qui travaille pour le collectif éthique sur étiquette qui disait nous, on boycotte absolument pas les pays. Ce serait dramatique si du jour au lendemain tout le monde partait de l'Inde ou de Chine. Ce serait un désastre social. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Donc non, je comprends. Mais tu vois, on avait un autre un exemple aussi qui est assez probant. On a un pull chez Hemstone qui s'appelle le pull Hélice, qui est un pull col rond qu'on fait en mohair, qui est vraiment le pull. Il y en a qui sont imprimés avec des coquelicots rouges sur un fond beige. C'est vraiment un pull très identitaire à la marque. Et c'est des pulls qu'on a fait pendant des années en Chine. C'est un bureau que je connaissais pareil par mon ancien bureau. Ils ont un bureau en France et en fait ils font faire les productions en Chine. Et cette femme, je la connais depuis 14 ans du coup. Et on en faisait plein d'imprimés différents. La matière est sublimissime. Tu sais, c'est vraiment le mohair qui gratte pas, qui est doux, qui est rond. Enfin, c'était vraiment une merveille. Et puis pareil, tout d'un coup, à un moment, on a eu, je sais pas, ça devait être la mode. Ah non, mais Hemstone, vous devriez avoir honte de faire vos pulls made in China. C'est un scandale, etc. J'étais là, mais quel est leur problème en fait? Moi, j'ai aucun problème à faire des pulls made in China qui, en plus de ça, nous coûtaient la peau des fesses, quoi, parce qu'on n'avait pas des quantités. Encore une fois, on n'en fait pas 1000 des pulls, donc ça coûte pas 3 francs 6 sous de les faire fabriquer là-bas. Et du coup, on s'est dit allez, on va faire la maille en France. Donc, on a trouvé un fabricant de mailles qui travaille très bien, mais les matières sont pas les mêmes. Et puis, une fois qu'on avait notre pull made in France, qu'on vendait, le Made in China, qu'on vendait 365 €. Là, le Made in France, avec des fils français, fabrication française, on le vendait 375 €. Donc, autant dire qu'on avait vraiment fait notre max pour pas augmenter les prix. Elles ont toutes commencé à se plaindre en disant, mais je comprends pas, c'est pas la même matière qu'avant, etc. J'étais là, non, mais en fait, vous êtes jamais contente. Donc là, maintenant, vous avez du Made in France. Pour nous, on avait l'impression que le plus important, c'est que vous ayez les pulls qui soient Made in France. Et en fait, non, maintenant, c'est la matière. Enfin, tu vois, donc il y a toujours... Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment pris la décision en fait d'arrêter, de reprendre en fait ce que moi je sentais qui était bon pour la marque et pour tes convictions. Voilà. Ouais. Donc je suis repartie sur mes convictions, de faire ce que j'avais envie de faire en Inde, ce que j'avais envie de faire ici. Et après on a évidemment notre plus grosse partie de la collection qui est fabriquée à Paris. Donc ça c'est un petit atelier qui est trop sympa avec une équipe vraiment trop sympa. Et eux ils nous font toutes nos pièces. Les classiques Hemstone, ça veut dire les chemises Dory, les jupons Orso, les robes Java, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que les filles, en une demi-heure, elles sont à l'usine, elles y vont plusieurs fois par semaine, etc. Donc ça, c'est vraiment ouais, c'est vrai que c'est pratique aussi d'avoir à proximité.
Ouais. Non, mais c'est intéressant toutes ces réflexions-là. Et même chose sur les matières, vous en êtes où? Donc tu parlais un petit peu de l'évolution de, au départ c'était 100% coton, 100% soie. Vous vous êtes rendu compte que ça s'abîmait assez vite. Donc vous êtes passé sur le polyester, vous pensez au polyester recyclé et vous en êtes où là dans la réflexion Alors matière? on a toujours nos polyesters recyclés qu'on utilise, qui sont vraiment top. Alors après, oui, le polyester, le nom est terrible parce qu'en plus ça a eu une très très mauvaise image chez des H&M. Je pense vraiment le polyester c'est un dégoûtant, truc, ouais, c'est ça, c'est tellement bas de gamme où tu transpires voilà. et tout. Alors qu'en fait t'as des polyesters mais qui sont sublimissimes où ça a un toucher soie, la matière est vraiment canon, ça se froisse pas, tu le passes en machine. Alors que la soie c'est quand même soit nettoyage à froid, soit pressing, sachant que nettoyage à froid t'as quand même un risque au bout des années, c'est ton imprimé qui se ternisse légèrement. Là, les imprimés sur le satin polyester recyclé, c'est juste la folie, quoi. Dans 10 ans, en fait, ta pièce aura exactement la même tête. Donc, ça présente beaucoup d'avantages. Après, on comprend qu'il y a des femmes qui ne veuillent pas porter de polyester. Et du coup, maintenant, on a commencé à utiliser pas mal de matières comme des viscoses ou des matières mélangées. Donc, on a par exemple des cotons soie. On a du bambou aussi. Là, cette saison, on a fait un test sur du bambou. Voilà. Après, moi, je suis jamais complètement assurée à 100% sur ces choix de matières naturelles parce que je me dis bon bah génial, ton tissu en bambou, t'as l'impression de porter quelque chose de très naturel sur toi, mais en fait, combien de forêts est-ce qu'on allait déforester pour faire ta chemise en bambou, tu vois. Donc c'est pour ça que j'y vais un peu à tâtons sur ces matières naturelles. Plus c'est le problème qu'il y a eu avec la soie et les vers de soie où tout d'un coup il y avait trop de demandes, pas suffisamment de matière et donc voilà, donc je pense qu'il faut trouver un espèce d'équilibre entre tout ça et faire en sorte que ne pas partir non plus sur une production avec que du bambou parce que pour l'instant on connaît pas les méfaits de cette matière et je pense voilà, donc on essaye d'avoir un peu des matières un peu naturelles, un peu des matières à fibres naturelles et le polyester recyclé qu'on utilise parce que c'est une matière qui est increvable et qui dure des années. Donc finalement, je me dis c'est bien aussi, ça fait un déchet de moins sur la planète si tu gardes ton pantalon pendant des années. Et si t'as plus envie de porter ton pantalon, on te propose de le reprendre. Donc je me dis comme ça, la boucle est bouclée. Ça, et ouais. voilà, donc on essaie d'offrir un maximum de solutions, sachant que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une solution parfaite pour ce qui se passe, mais je pense qu'il faut garder vraiment les yeux ouverts là-dessus et faire attention à ce qu'on achète et comment on l'achète, etc. Et moi, je suis la première à le dire. Hein, mon métier, c'est quand même là de faire que M-Stone grossisse et de vendre des fringues. Mais je suis la première à dire, les filles, consommons intelligemment, quoi. Est-ce que tu as besoin d'avoir 50 chemises M-Stone? Non, tu vois. Donc, on essaye de continuer à faire des productions qui soient à taille très, très raisonnable. Quand il n'y a plus de pièces, il n'y en a plus, en fait. Tu vois, parce que si on fait du réassort, finalement, après, on reste avec du stock sur les épaules et ça me plaît pas. Ouais. Je suis bien d'accord. Et c'est vrai que la durabilité, finalement, c'est un peu, enfin, selon moi, hein, l'enjeu numéro 1 d'une marque responsable, qu'on dit responsable, c'est que le vêtement est dur. Enfin, qu'on n'ait pas besoin d'en racheter 15 oui, parce que, voilà, il sûr. s'est abîmé. Ouais, et c'est vrai que les matières, c'est un gros point parce qu'on parle, par exemple, de coton bio ou ce genre de choses. Ça reste du coton qui est consommateur d'eau. Enfin. Pareil, le cuir végétal, parce que quand on a arrêté de faire du cuir, tout le monde m'a dit, bah, pourquoi tu n'utilises pas du cuir végétal? J'étais là, mais parce que du cuir végétal, bon, maintenant on a un peu plus de visibilité, mais c'était il y a 5-6 ans quand il y a eu, tu sais, une grosse vague de cuir digital, je me souviens, de cuir végétal. Sur tous les salons d'ailleurs, il y avait tout le monde parlait du cuir végétal. J'étais là, mais est-ce que vous connaissez en fait les techniques pour faire du cuir? Est-ce que ça, quel autre produit ils utilisent dessus pour tu vois? Donc là aujourd'hui, on a un peu plus de visibilité là-dessus, mais je me dis bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin dans mes collections? Non. Alors du coup, bah ça on l'utilise pas. Bien sûr. Ouais. Et il y avait aussi quelque chose que j'avais noté sur la question des stocks et le zéro stock. Tu racontes dans un des articles que vous avez même annulé la commande d'une broderie parce que le fournisseur vous imposait un minimum trop important. C'est quand même un choix assez radical. Ah ouais. Bah évidemment. C'était un tout petit thème hyper joli. Enfin, ça a vraiment été. Il y a des thèmes qui nous font toujours un peu mal à annuler. Mais en fait, tout d'un coup, s'ils nous avaient annoncé... je dis n'importe quoi, qu'on pouvait faire 50 pièces au modèle. Tout d'un coup, il fallait qu'on en fasse 150. Donc, que le fournisseur de tissu nous avait imposé beaucoup plus de métrage. Donc, en fait, on a dit, bah non,
parce que on sait que c'est un truc, c'est vraiment la petite pièce. On a de temps en temps des modèles, on en fait très peu parce que c'est juste la petite pièce qui va venir finir un look, mais on sait que c'est pas ce qu'on va vendre. Et ça, alors moi, j'ai aucun problème, mis à part mon petit ego qui me dit « Oh, c'était tellement joli cette broderie ». Mais si ça passe pas, ça passe pas et en fait, on annule, quoi. Ouais. Mais encore aujourd'hui, hein, c'est tout le temps, d'ailleurs, quand on commande les tissus, si on passe sur un nouveau fournisseur, etc., la première question que je pose, avant même de demander le prix, c'est les minimums de commandes. Parce qu'il y a des fournisseurs qui sont encore à la belle époque où ils disent c'est 1000 mètres par coloris. Non, mais jamais de la vie, quoi. Ouais. Et ça change quand même, c'est en train d'évoluer. Je trouve que c'est en train d'évoluer, ouais. Je trouve que c'est en train d'évoluer parce qu'avant c'était vraiment catégorique et puis il y avait une espèce de prétention de le fournisseur italien qui t'impose 1000 mètres, 2 mètres. Ah bah vous pouvez pas commander ça, bon bah tant pis, vous pouvez pas commander chez nous. Tu sais, il y avait une espèce de... Ouais. Là maintenant, je trouve qu'il y a quand même... ils sont beaucoup plus faciles à moduler et on arrive mieux à se faire entendre qu'à l'époque. Donc il y a des fournisseurs où on peut littéralement commander entre 0 et 100 mètres si on a besoin. Ouais. Donc ça, on commande souvent chez eux parce que je trouve que ces gens-là qui font l'effort, parce que c'est du boulot. Hein. C'est comme si moi, produire entre 1 et 1 ou 100 robes, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ça, on essaye aussi de les soutenir, entre guillemets, en commandant chez eux, parce qu'on sait qu'ils peuvent faire des petites quantités. Et puis du coup, quand on a des grosses quantités, on essaye de commander aussi chez eux, tu vois. Ouais, pour les remercier. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas seulement la marque qui doit faire des efforts et tout. Non, mais eux, ils ont la même contrainte que nous, en fait. Ils sont dans le même on est tous dans le même bateau, sauf que à partir du moment où personne l'exprime et tout le monde reste sur... l'image qu'ils veulent dégager d'eux, etc. Moi, j'ai aucune honte de dire il y a des pièces où on en fait que 12. Et alors, pourquoi je devrais avoir honte de dire ça ? Tout le monde te dit vous en faites que 12, oh là là, mais dis donc. Je dis mais à côté de ça, il y en a d'autres où on en fait beaucoup plus. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Donc, une fois qu'on leur exprime ça, en fait, c'est les rapports, tout le monde est au même niveau, en fait, on est tous dans le même bateau. Ouais, c'est important d'avoir cette honnêteté, cette transparence. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle d'un autre projet que tu as développé avec M-Stone, c'est Empower Women Through Creativity. Donc, si je dois le traduire, empouvoirer les femmes à travers ou grâce à la créativité. J'aime bien le mot empouvoirer. Je sais que ça peut un peu choquer, mais j'aime bien le franciser. On l'a appelé Empower Women Through Creativity parce qu'on n'a jamais réussi à trouver de traduction française. Donc là, je suis très très contente que tu m'aies trouvé donc, la traduction. Le mot est peut-être un peu moins joli, mais c'est vrai que j'aime bien parce que beaucoup de gens aiment pas trop les anglicismes et tout. Donc, je tiens un peu au mot. Et je me demandais, tu veux dire quoi par là exactement ? Quel est le sens de ce projet-là ? En fait, moi je pars vraiment du principe que on est tous créatifs. C'est-à-dire quand tu es un petit bébé, quand tu les vois, la manière qu'ils ont de comprendre comment ils vont se déplacer, comment est-ce qu'ils vont se faire comprendre, etc. Donc je pars du principe qu'on est tous créatifs. Et pour moi, la créativité, c'est vraiment le pilier fondamental de ma vie. Parce que je vais te l'expliquer après, mais pour moi, ça englobe plein d'autres choses que juste la créativité dans le sens savoir peindre, dessiner, avoir un don artistique particulier. C'est beaucoup plus que ça pour moi. Et donc, j'expliquais, c'est ce qu'on explique dans le premier article d'ailleurs du journal, c'est qu'en fait, on est tous créatifs et qu'ensuite, c'est notre cercle familial, les études qu'on choisit qui, en fait, on met ça de côté. C'est genre, par exemple, clairement... moi, ça me choquait, mais quand j'étais à l'école, clairement, si tu faisais un bac S, en fait, tu pouvais pas faire option art appliqué à côté. Enfin, c'était comme si c'était pas compatible. Par contre, si c'était littéraire, là, tu pouvais faire option art appliqué. Et en fait, à l'époque, moi, déjà, quand j'étais petite, ça me perturbait. Ça, j'étais là, mais je comprends pas pourquoi est-ce que je pourrais pas être une matheuse et à côté de ça, vouloir faire de l'art. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte, enfin maintenant en me repenchant dessus, que c'est vrai que la créativité pour moi, c'est plus que juste savoir peindre ou dessiner, c'est s'exprimer, confronter ses idées, mettre son ego de côté. Tu vois, il y a une dimension beaucoup plus globale à la créativité. Tu peux être créatif simplement dans la vie, dans la manière que tu as d'organiser ta vie et ton quotidien. Tu vois, par exemple. Je sais, sur l'article d'ailleurs, je me suis fait allumer par quelques nanas qui disaient oui, enfin bon, c'est facile quand on n'a pas les courses à faire, qu'on n'a pas à faire tourner de machine, quand on n'a pas à changer la couche de ses enfants. Je dis non mais attendez, vous rêvez complètement. Je fais tout ça, sauf que moi ça fait partie de comme tout le monde de mon quotidien, mais j'ai décidé de pas le prendre comme des contraintes en permanence. Donc j'ai envie de voir la vie de manière positive et je vais le faire. Et ça, pour moi, ça fait partie de
une facette de la créativité. Tu vois, le négativisme français en particulier, je suis désolée de dire ça, mais quand même, tu vois le côté aigri. En fait, ça prend tellement d'énergie d'être aigri, d'être énervé, de pas être content, il vaut mieux en fait juste dire bon bah là en fait je suis frustrée à cause de telle chose parce que t'as dit ça et du coup je l'ai interprété comme ça et en 2 secondes le problème est réglé. Et ça pour moi ça demande du courage mais ça demande aussi de la créativité. C'est vraiment en fait comment est-ce que tu réinventes au quotidien ta vie, ta manière de penser. Tu peux très bien avoir voulu faire plaisir à tes parents et avoir fait des études de psy alors qu'en fait tu rêves d'être fleuriste, d'avoir ta propre boutique de fleurs. Bon ben en fait on a le droit d'avoir 1000 vies, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir sur ses prises de décision, on a le droit de tout changer, on a le droit d'avoir 1000 vies en une. Enfin en tout cas moi c'est ce que je veux faire pour ma vie, j'ai envie d'avoir Aimstone, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de dire mais à l'époque je pensais comme ça et aujourd'hui je pense comme ça. Tu vois, il y a pas de problème particulier par rapport à ça. Et nos sociétés malheureusement nous emprisonnent beaucoup là-dedans. Où il faut que ta vie soit comme ça, il faut que tu remplisses les cases, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais en fait, pourquoi ? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage totalement ce point de vue. Et donc, d'ailleurs, en plus, même la créativité, tu dis dans un article, ça a commencé pour toi comme de la punition. Et je me demandais pourquoi tu avais utilisé ce terme-là. Parce qu'en fait, évolué. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai toujours été assez bonne élève. Hein, tu vois, j'ai jamais redoublé. J'avais 12-13 de moyenne toute ma scolarité. Ça n'a jamais fait de vagues. Voilà. Et je dessinais beaucoup en cours, mais c'était ma manière à moi de me concentrer. Quoi. C'était, tu vois, il n'y avait jamais aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis fait virer à cause de ça. Et sur mon bulletin, il y avait écrit passe plus de temps à dessiner qu'à écouter ses professeurs. Alors que c'était pas du tout le cas. C'est juste la directrice qui s'est dit comme tu dessines, tu n'écoutes pas. Mais en fait, moi, ma manière de me concentrer, c'était de dessiner. C'est dingue ça. Et donc, je me suis fait virer de cette école alors que clairement, j'avais aucune raison de me faire virer. Tu vois, j'avais pas 7 de moyenne. Et ils ont viré évidemment ma sœur jumelle avec aussi, qui n'avait rien à voir avec tout ça, mais comme on est jumelles, il fallait qu'on se fasse virer toutes les deux. Et en fait, ouais, moi, ça a vraiment été une punition, mais ça m'a vraiment marqué parce que pendant longtemps, quand je dessinais, je me cachais, mais si tu veux, j'étais pas à l'aise. Alors qu'en fait, tu te dis la créativité, cette directrice, elle aurait dû me prendre une toile ou elle aurait dû venir me voir en disant j'ai vu que tu adorais dessiner, est-ce qu'on a une option à rappliquer, tu vois? Et là, c'était non. C'est fini, tu prends tes affaires et tu t'en vas. C'est dingue. J'avais trouvé ça assez, j'avoue. Assez violent. Heureusement, tu as réussi à dépasser ça et aujourd'hui à t'appuyer sur cette créativité. Oui, mais encore une fois, parce que j'ai la chance d'avoir des parents où l'art, le dessin, la peinture, enfin mon père, il peint vachement. Donc, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient comme ça, mais je sais qu'il y a des familles où le dessin, la danse, tous ces métiers artistiques, en fait, n'ont pas ou peu de valeur à leurs yeux. Et du coup, c'est... non, tu fais pas ça et tu vas te mettre sur tes tableaux Excel et faire autre chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est parce que j'ai eu de la chance aussi d'avoir les parents que j'ai et la famille que j'ai pour m'épauler là-dedans. Mais même encore avec Aimstone, parce que bon là, la marque a pratiquement 14 ans et on a eu quand même 9 ans de très très grosses galères. Et si j'ai persévéré, c'est parce que mes parents n'ont jamais porté un regard de jugement sur moi pour me mettre, tu vois, mal à l'aise par rapport, alors que pendant 9 ans, j'en ai quand même essuyé, tu vois, des dettes et des... Donc, je pense qu'il y a un côté très empowering, en fait, je m'adresse aux femmes, je parle là des femmes parce que on a une marque pour femmes, mais je veux dire à tous les niveaux, que ce soit nos enfants, nos parents vieillissants, etc. En fait, à tout moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté, qui donne un nouveau souffle, un coup de boost, qui donne confiance, etc. La confiance, pour moi, c'est le plus important dans la vie. Et pour moi, ça fonctionne avec la créativité, en fait, si tu veux. C'est vraiment si tu es créatif, tu te fais confiance et du coup, tu es libéré, en fait, d'un poids énorme, un poids de société, le regard des autres, etc. En fait, tu es complètement détaché de ça. Ouais. Et c'est marrant, tu parles de dette, et j'avais lu ça, j'avais prévu ça un peu comme question, parce que c'est vrai qu'Aimstone, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. T'es passé par beaucoup d'étapes et de difficultés, enfin si ça peut rassurer aussi certaines personnes qui ont des marques, mais quel regard tu portes un peu sur tout ce parcours avec le recul aujourd'hui ? Déjà, je pense que si jamais j'avais pas passé 9 ans de vraiment grosses galères, parce que là...
Aujourd'hui, c'est derrière moi, mais j'y pense encore tous les jours et j'ai encore cette réaction de me dire il y a encore tout qui peut s'effondrer à tout moment. En fait, je suis tellement maintenant prête à ça. Enfin, j'ai vraiment passé 9 ans d'excitation, certes, parce qu'il y avait tout à faire et comme je disais au début, j'aime bien gérer les problèmes, régler les problèmes, essayer de trouver des solutions, etc. Mais clairement, si j'étais pas passée par toutes ces étapes-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et puis surtout, ça m'a construit moi en tant que femme. Et aujourd'hui, j'ai une confiance en moi. J'ai pas honte de le dire. En moi, en mon boulot, et surtout en mon intuition, qui a pas de limite. Ça veut dire que demain, tout se recasse la figure. En fait, enfin, j'aurais pas envie, mais j'en ai plus peur. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus peur. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tellement retourné le problème dans tous les sens, repositionner la marque, changer le business model, changer les collections. Il y a trop d'imprimés, il faudrait que tu commences à faire des vêtements noirs. Non, je veux pas faire des vêtements noirs parce que c'est pas l'essence de la marque. Je suis pas là pour faire des vêtements noirs. Si les gens veulent des vêtements noirs, gris, bleu marine, ils vont chez quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis pas là pour faire ça. Je ne sais pas le faire. Enfin, tu vois, je suis vraiment restée proche de mes convictions. Et puis après, bon, j'ai été encore une fois énormément épaulée psychologiquement par mes parents, l'amour de ma famille, de mes amis, etc. Et ça n'a pas de prix. Mais voilà, bah bon, écoute, la route est encore longue parce que là, pour l'instant, ça se passe bien, on en profite. Mais tu vois, on reste une toute petite entreprise indépendante. De toute façon, on n'a pas d'investisseurs ni rien. On est vraiment complètement autonome. Donc c'est vrai que ça nous force aussi à devoir chaque décision est importante et chaque changement est opéré avec des pincettes et parce que c'est un équilibre qui est très 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 fin en fait, hein. C'est vraiment c'est très fragile et du coup ça fait que quand même on essaie de le préserver et on en prend soin. Ouais. Mais ouais, c'est voilà, pour les entrepreneurs, c'est vraiment sachez que le nombre de cas de sociétés qui cartonnent au bout d'1 an ou 2, c'est génial, mais après combien de temps elles durent sur le long terme, je sais pas. Et si jamais il y a des problèmes, des galères, etc., c'est normal. Et surtout, ça peut durer pendant longtemps. Et c'est là aussi où la créativité, pour moi, vient jouer. C'est que la créativité, c'est aussi la curiosité. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu tellement de problèmes avec ma boîte, de problèmes de trésor, de besoins en fonds de roulement, etc., ça m'a forcé à apprendre en fait la comptabilité. Donc j'ai appris beaucoup plus en fait que juste là aujourd'hui faire des vêtements. Là maintenant je m'éclate parce que j'ai une équipe qui bosse avec moi, donc je passe beaucoup plus de temps à faire la partie créa qu'à l'époque. Il y a encore 4 ans, mon boulot c'était 90% de l'administratif, de la compta, des rapprochements bancaires, etc. que je continue à le faire aujourd'hui. Mais si tu veux, j'ai appris tellement plus dans mon expérience avec M-Stone que juste j'ai appris à négocier. Moi j'étais d'une timidité maladive quand j'étais petite. J'ai appris à m'exprimer en public, à regarder les gens dans les yeux. Faire part de mes opinions, faire part de mes convictions, enfin c'est génial quoi. Ouais, t'as appris énormément de choses tout en gardant tes convictions et tes valeurs et ça c'est aussi incroyable. En 14 ans, enfin je veux dire c'est bien aussi. Et il y a pour terminer cette discussion, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur quelque chose que tu écris dans ton journal. Alors j'y reviens beaucoup, mais parce que vraiment je le trouve passionnant et j'invite tout le monde à aller le lire parce que tes articles. D'ailleurs, t'écris très très bien. Je tenais à te le dire. Merci. Alors je suis un peu aidée parce qu'en fait, je dois avouer que j'aime pas du tout lire. Donc c'est un exercice qui m'est assez laborieux, mais je crois que du coup j'ai pris le parti un peu d'écrire comme je parle en fait. Et par contre, j'ai quand même une journaliste derrière qui m'aide à restructurer un peu ça. Ce n'est pas un travail que je fais toute seule. D'accord. J'allais dire, c'est quand même très bien écrit. Et tu dis, par exemple, il faut arrêter de regarder ce qui a été mal fait, juste suffisamment pour en tirer des leçons et mettre toute son énergie sur repenser le monde de demain. Ou encore grossir, oui, mais jusqu'à quelle taille et surtout dans quel but? Et je trouvais cette question hyper intéressante. Aujourd'hui, toi, où est-ce que tu en es sur cette réflexion de la croissance, de grossir, oui, mais alors pourquoi, comment, de façon saine? Quelles sont un peu tes réflexions sur ça? J'en suis toujours au même point que quand j'ai écrit l'article, c'est que je me dis en fait, moi je vis de mon métier et de M-Stone, mais pareil, est-ce que j'ai besoin d'avoir plus que ce que j'ai là? Je suis pas sûre. Est-ce que je serais plus heureux si j'avais plus? Je suis pas sûre, bien au contraire. Et en fait, je me dis, M-Stone, je vais
on a encore une énorme marge pour faire grossir la marque. Mais en fait, je crois pas du tout que j'ai envie d'avoir une boîte qui fasse des milliers de millions. Tu vois, je me dis, en fait, je suis assez contente. Là, vraiment, je nage en plein bonheur avec M-Stone parce qu'on est une équipe hyper bien construite et soudée. Moi, j'ai repris énormément de la partie créative de M-Stone parce que les collections sont beaucoup plus grosses et qu'on a un peu plus de budget pour pouvoir faire des collections qui sont plus grosses. Donc, j'ai envie que la boîte continue à grossir, mais en fait complètement à échelle humaine. Ça veut dire de la laisser grossir de manière totalement organique. J'ai aucune envie de faire entrer un investisseur, d'avoir quelqu'un qui me dise bon bah là on peut te faire passer de temps à temps l'espace de 3 mois. Pas du tout. C'est ces espèces de croissance là vertigineuses où tout d'un coup je perds ma liberté. Là j'ai mon staff, il y a personne qui vient entre guillemets m'emmerder à me rendre des comptes ou à me demander quoi que ce soit. Je gère toute cette partie-là. Les filles arrivent au bureau à 10h, elles repartent à 18h. Personne n'est trop stressé au bureau. Moi, je finis de travailler tous les jours à 17h. Je récupère mes enfants, je leur prépare le dîner. On se couche tôt. On part en vacances ou on part à la campagne. Enfin, en fait, je me dis, j'ai besoin de rien d'autre. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, de faire grossir M-Stone de trop ou faire entrer un actionnaire, je perdrais complètement ma liberté. Et moi, je travaille comme une folle depuis des années pour avoir ma liberté. Et maintenant que je l'ai, si tu veux, je pense pas que j'aurais envie de changer ça. Ouais. Donc voilà, j'ai envie évidemment que M-Stone grossisse. Ça va continuer à grossir parce qu'encore une fois, on est une tellement petite entreprise que on a une marge pour grossir qui est énorme, mais j'ai envie que ça se fasse de manière complètement organique et naturelle, sans que ça me réveille la nuit parce que je suis stressée, parce que j'ai un rendez-vous avec les fonds qui sont rentrés dans ma boîte avec qui on n'a pas fait les chiffres et du coup on va se faire repingler, tu vois. Ouais. Pas du tout. Et même sur toutes les réflexions d'impact de ton entreprise sur l'environnement et ce genre de choses, si tu dois rendre des comptes en permanence, tu perds aussi cette liberté cette marge de manœuvre d'adapter en fonction de tes réflexions. Non, parce que je pense que pour avoir des copines qui ont justement des fonds, etc., je pense que il y a quand même un gros changement de manière générale. Donc les fonds sont moins, ils sont un peu sortis des années 80. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ils sont aussi conscients qu'aujourd'hui une marque ne peut plus exister si elle n'a pas un minimum, une empreinte écologique au sein de sa boîte. Ouais, si elle n'a pas cette réflexion je pense de responsabilité. Tu peux plus en fait monter une marque, faire grossir une marque si t'as pas un minimum, tu vois, des responsabilités par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et alors, la dernière question que je pose à toutes mes invitées, qui est rituel de ce podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? De personnes ? Ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Là, la question est très ouverte. Ça peut être de personnes, ça peut être ton entourage. Enfin, ça peut être vraiment ce que tu veux. Écoute, alors j'ai pas de personne. Tu sais, souvent on me demande qui est-ce qui est dans la mode, t'inspire, etc. Franchement, je saurais pas quoi répondre. Non, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment les gens qui se sont faits tout seuls. Genre Steve Jobs, Philip Knight, tu sais, de Nike. Voilà, j'aime vraiment ce genre de caractères qui se sont battus. Je trouve ça très inspirant. Et de manière générale, les gens qui sont courageux sont des gens vers qui je vais puiser de l'énergie en eux, etc. Qui prennent des risques. Ouais. Ou pas forcément prendre des risques, mais juste qu'ils sont courageux. Tu sais qu'ils sont là pour toi. Il y a un coup dur, ils vont pas mettre le problème sous le tapis et qu'ils vont aller décortiquer, tu vois, tout le schmilblick, essayer de trouver une solution, etc. Okay. Donc c'est vraiment pour moi une grande vertu, c'est le courage chez l'humain. Okay. C'est une belle... Un beau modèle, je trouve. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à Alix d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.